Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, un plaisir de vous retrouver. Festivités des communales et municipales du 17 mai 2020, que d'obstacles bravés, de conventions bafouées par le régime du nouveau départ pour en arriver là. On n'oubliera sans doute pas de sitôt, contre vents et marées, ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la pandémie du siècle Covid-19, le scrutin a eu lieu à bonne date, avec à la clé les 77 maires installés dans leur fauteuil. Seulement, 26 sont régulièrement élus et les 51 autres désignés. Installation des maires, 4e mandature à l'ère de la décentralisation. Et quel bilan! C'est le thème en débat ce jour, le regard croisé d'un politique et d'un acteur politique. À ma gauche, Mathieu Koko, acteur politique, il est militant de l'UP, l'Union progressiste, la formation ayant le vent en poupe au lendemain de ces scrutins. Mathieu Koko, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, Nathiel Kitty, dans un plateau précédent, ça fait si longtemps déjà, oui, les deux hommes ont eu à croiser et les faire. Intellectuellement parlant, Nathalie Kitty, il est politiste, enseignant, chercheur en sciences politiques. Nathalie Kitty, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers amis téléspectateurs. Et merci pour la disponibilité renouvelée. C'est moi de vous remercier. Depuis le 8 juin dernier, ils sont connus. Les 77 maires, 4e mandature à l'ère de la décentralisation. Un parcours, mesdames, messieurs, qui n'aura pas été sans embûches. Vous, le politique, Mathieu Koko, ce fut un ouf de soulagement que le pari soit gagné. Celui de l'organisation, je veux dire. Merci. Je voudrais saluer une fois encore les téléspectateurs et dire que c'est le moment, une fois encore, de féliciter tous ceux qui ont eu la charge donc, de l'organisation de ces élections-là. Et vous l'avez si bien dit, ce n'était pas gagné d'avance, vu déjà donc... le mal qui était là, c'était donc le mal de Covid-19. Pourtant, le gouvernement a mis les bouchées doubles et en son temps, c'était suffisamment critiqué. Mais nous avons réussi quand même à organiser les élections et d'autres pays aujourd'hui ont su que malgré la pandémie qu'on peut organiser les élections sont en train de nous emboîter les pas. Je voudrais donc à ce titre féliciter les membres du gouvernement, féliciter le président Patrice Talon qui a vu juste qu'on ne pouvait pas, à cause de Covid-19, donc ne pas organiser les élections et que le peuple béninois doit apprendre à vivre donc avec ce mal. Merci. Je vous en prie, Mathieu Koko, en face de vous, Nathalie Kitty, oui, le professeur a observé tout ceci, c'était pas gagné d'avance, assez de goulot d'étranglement, mais aussi de barrières de droit. Mais à l'arrivée, le scrutin s'est tenu. Alors pour le professeur de droit avec un peu de recul, il se dit, mais ça valait vraiment la peine? Non, je pense que rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Oui, rien n'est gagné parce que... Le scrutin tenu, ce n'est pas un pas? Nous allons de recul en recul. Recul démocratique en recul démocratique. Parce que dans votre introduction, oui, vous-même vous l'aviez dit, que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait rendu une décision. Tout à fait. Demander à ce que les élections soient suspendues. Le Bénin a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme. Et quand vous prenez le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, même modifiée, et vous prenez même les dispositions de cette Constitution en dehors du préambule, vous vous rendez compte que lorsque une convention est ratifiée, elle a une valeur supérieure à la loi. Donc, si nous étions dans un état de droit, le chef de l'État devrait se plier à la décision de la Cour africaine. Donc, en violation de la décision de la Cour africaine, les élections ont été organisées. Ce sont des élections qui ont été injustes. Donc, il va sans dire qu'il n'est pas exclu qu'en cas d'alternance en 2021, aussi bien les élections législatives que les élections municipales et communales soient reprises. Et au-delà de ça, vous voyez, on nous a chanté dans ce pays que la réforme du système d'artisans était bon. On reviendra à ce point. Deux paliers importants, parce que votre vis-à-vis en parlé. On nous demandera aussi son avis avant d'évoluer, oui. Le second, c'était la pandémie du siècle. Il y avait beaucoup de voix qui se sont élevées à l'arrivée. Oui, vous vous rendez compte que, je ne sais pas si vous étiez sur le terrain, vous avez vu
la manière dont les choses s'étaient passées. Les mesures barrières n'ont pas été respectées. Et la conséquence en est que depuis quelques jours, vous voyez la courbe qui monte. Vous pensez que c'est en lien avec le scrutin? Bon, moi, je n'ai pas fait les recherches sur ça. Mais si on se rend compte que non seulement les élections ont été organisées, mais aussi il y a eu des confinements, on comprend aisément pourquoi la courbe monte. En principe, les élections ne devraient pas être organisées pendant cette période de pandémie, étant donné que même avec les mesures du gouvernement, c'est difficilement que les populations arrivent à respecter. Moi, je vous dis qu'il y a quelques jours, j'étais malade dans un hôpital à Porto-Novo public. Il n'y avait même plus de l'eau à l'entrée pour se laver les mains. Vous vous rendez compte? Oui, moi j'ai remarqué, j'ai interpellé le médecin. Ah, merci de les avoir interpellé. Oui, je l'ai interpellé. Vous voyez, si déjà dans une situation normale, vous remarquez de plus en plus que les populations relâchent, c'est encore normal. Ça, c'est un appel à faire au passage. C'est important que chacun se ressaisisse. Le mal est toujours là. Il ne faut pas banaliser. Dans les situations où il y a le grand nombre, il est encore plus difficile de respecter les mesures. On va évoluer en attendant de revenir aux questions de réforme. Je vais avoir l'avis de votre vis-à-vis sur la question évoquée au départ par votre vis-à-vis. Vous avez parlé de pandémie. Lui pense que ici, le gouvernement a pris les dispositions pour qu'on y aille. Mais à l'arrivée, avec ce qu'on observe aujourd'hui, ça pourrait être, parce qu'il n'a pas mis des enquêtes, la courbe qui est un peu plus ascendante serait liée à l'organisation du scrutin dans ces conditions. Mais il a évoqué bien avant cela la question de non-respect d'une convention signée. Vos réactions sur ces deux aspects avant de... Le premier, le respect de la convention signée. Je crois que le Bénin est un pays souverain et que nous avons à la tête de notre pays un gouvernement qui est en mesure à des moments donnés donc, de prendre des décisions pour que le pays puisse garder donc, sa souveraineté. Et cette souveraineté, je crois que une injonction d'une institution ou d'une juridiction de demander à un pays donc de ne pas organiser les élections, je crois que si le président de la République a pris la décision pour que nous allions aux élections, je crois qu'il a vu juste. Parce qu'on serait là en 2021, on nous dira non que de ne pas faire les élections présidentielles. Et que donc, on va dire d'accord, on ne fait pas les élections présidentielles, Talon reste au pouvoir. Ce sont les mêmes personnes qui nous demandent aujourd'hui de respecter ce que cette juridiction dit, qui nous dira non, que Talon doit quitter le pouvoir et qu'il faut organiser les élections. Parce que, en abordant toujours cette question, qu'ils vous souviennent que le Bénin a pris une décision donc, de se retirer donc, de cette convention, et bien avant même que cette décision soit sortie. Donc moi je crois que le chef de l'État et le gouvernement, ils sont restés dans la droite ligne de la décision qu'ils ont eu à prendre donc, à ce moment-là. Concernant donc la pandémie, je crois qu'il faut être honnête, il faut être honnête et que la courbe, comme l'a dit mon vis-à-vis, a commencé par monter même avant les élections. D'accord? C'est depuis que donc, le gouvernement a décidé de commencer par faire des tests de dépistage massif donc, pour les corporations, les enseignants, ainsi de suite. C'est depuis ce moment-là que la courbe a commencé par monter et ce n'était pas lié aux élections. Donc, il faut dire que depuis que les élections sont terminées, on n'a pas vu... la courbe monter de façon vertigineuse. Je n'ai pas encore vu 100 cas déclarés positifs en une semaine ou en moins d'une semaine, comme on l'a constaté même avant les élections. Donc il faut être honnête. Si on pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la pandémie, il faut arrêter les élections, la France vient d'annoncer l'organisation même de ces élections, et je crois que c'est déjà passé. Donc, on ne pouvait pas s'arrêter. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, le Bénin a respecté donc les tests fondamentaux qui sont donc qu'il s'est donné à lui-même. Donc, dire que la pandémie a fait que nous nous sommes retrouvés, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et pour être honnête, je crois que beaucoup d'autres pays qui pensent que la pandémie pouvait être un blocage ont commencé par comprendre qu'on peut vivre avec cette pandémie, on peut vivre avec et faire tout ce qu'on doit faire. Donc ça ne devait pas être un blocage pour les élections. Oui, s'il vous plaît, Joël.
Je ne sais pas si vous avez suivi l'inquiétude de l'OMS dans la semaine. L'OMS s'est toujours inquiété, même quand d'autres pays ont pris la décision. S'il vous plaît. L'OMS a dit ceci. En 100 jours, en Afrique, je pense on a eu 1000 cas. En 19 jours, on a eu 1000 cas. Vous voyez? Donc il y a de quoi s'inquiéter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées le 17 mai ne comptent pas dans la montée de la courbe. On ne peut pas dire ça. Vous comprenez bien ce que je dis. On ne peut pas aussi dire que les conditions dans lesquelles le déconfinement s'organise ne comptent pas dans la montée de la courbe. Donc, il faut additionner tout ça. Et au-delà de ça, même si c'est un régimiste qui le dit, le Bénin ne s'est pas retiré de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin a retiré la possibilité pour vous et moi de saisir directement la Cour. C'est ce que le Bénin a fait. Oui. Je pense que c'est un recul si le Bénin fait ça. Vous devez l'accepter. Vous savez pourquoi? Le domaine dans lequel nous discutons là, c'est un domaine beaucoup plus technique. Et quand on parle des droits de l'homme, ce n'est pas pour les opposants seuls. C'est pour les opposants, c'est aussi pour les mouvanciers. C'est pour tout le monde. Et vous savez, la politique, c'est une roue qui tourne. Ceux qui sont mouvanciers aujourd'hui peuvent se retrouver opposants demain. Et ceux qui sont opposants aujourd'hui peuvent se retrouver mouvanciers demain. Donc, les décisions qui sont prises aujourd'hui peuvent être fatales à ceux qui l'ont prise, comme quand ils sont au pouvoir. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Rappelez-vous bien. Moi, j'ai lu. Heureusement que nous avons la mémoire. Moi, j'ai lu en 2015 l'actuel président de la Cour constitutionnelle avec un certain nombre de ses camarades qui avaient saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour demander à ce que les élections soient organisées en bonne date, en son temps. Et la Cour de justice avait eu à rendre une décision. Souvenez-vous bien de ça. Si la possibilité lui avait été retirée de saisir directement cette juridiction, est-ce qu'il ferait en son temps cette action-là? C'est ça ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas ceux qui sont dans l'animation de l'opposition. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'animation de la mouvance. Oui. C'est l'action, c'est le citoyen qui est en jeu. Et que cette action... la cause, c'est la démocratie qui est en jeu. Oui. Donc les actes qui sont posés et qui concourent au recul de la démocratie sont des actes... Qu'est-ce qui a conduit, ce n'est pas ce qui a conduit le gouvernement du Bénin aujourd'hui à prendre une décision pareille, ce n'est pas parce que la Cour a été saisie pour que les élections se tiennent à bonne date, c'est parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie pour une affaire qui est une affaire privée. C'est de ça qu'il est question. Non, s'il vous plaît. Je vous ai laissé tout le temps. C'est une affaire privée. Et moi, je crois que le débat d'aujourd'hui n'est pas beaucoup plus centré là-dessus. N'est pas beaucoup plus centré là-dessus. Et ce dont moi je parle, je dis, si à un moment donné, un pays qui veut vraiment garder sa souveraineté pense que dans le respect des tests fondamentaux donc de ce pays-là, il faut organiser les élections à bonne date et ne pas suivre. Juste parce que l'idéal, c'est d'organiser les élections à bonne date. L'idéal, c'est d'organiser les élections à bonne date. L'idéal, ce n'est pas qu'on empêche un pays d'organiser ces élections. Et je crois, vous avez cité l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Il n'a pas saisi la Cour pour demander à ce que, parce que mon candidat n'est pas présent, demander à ce que les élections ne se tiennent pas. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. L'idéal est que les élections se tiennent à bonne date. Et je crois que c'est ce qui est fait. Le Bénin n'est pas le seul pays, d'accord, à un moment donné, à commencer par douter des décisions qui sont rendues par cette Cour. Et après le Bénin, beaucoup d'autres pays ont pris cette décision. Ce qui veut dire que, au-delà donc de la décision de notre pays, je crois que cette Cour doit commencer par se poser des questions et se demander, mais qu'est-ce que les gens me reprochent? Parce qu'un État, c'est un État. Vous n'allez pas me dire que cette Cour est supérieure donc à un État. S'il vous plaît, c'est un pays.
C'est un pays. Et moi, je crois que pour revenir à la question donc, des élections qui se sont déroulées, et qu'il faut être vraiment honnête et donc féliciter le gouvernement pour avoir tenu ce pari. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas gagné d'avance, vu donc les dangers qu'on avait en face de nous. Et à l'arrivée, nous sommes là et les 77 maires de notre pays sont installés. Et je crois que la vie, le développement local peut vraiment prendre son envol avec ces élections qui ont été organisées. Oui, on veut les voir à l'œuvre. Et ça, avant de parler de la capacité ou des moyens dont chacun dispose pour mener à bien, la mission à lui confier, à chacun donc individuellement. Nathalie Kitty, la question des réformes, pour vous, est plus qu'importante parce que ces élections n'auront jamais eu lieu dans la forme connue s'il n'y avait pas eu un certain nombre de réformes. Non, le problème qui se pose, j'ai dit que je ne vais plus revenir sur cette question de la Cour africaine, parce que je le comprends dans sa position. Mais il se rendra compte après qu'il est dans l'erreur. Je le souhaite vivement. En ce qui concerne les réformes, le problème qui se pose, c'est la manière dont les réformes sont faites dans notre pays. Et l'institution qui est en charge de ces réformes-là. C'est le point qui se pose. Au sortir de ces élections, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le débat est toujours à s'interroger sur l'opportunité des réformes à l'arrivée? Non. Les réformes sont nécessaires pour un pays. OK. Pour un pays, c'est nécessaire. D'accord. Mais le point qui se pose, je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont elles sont faites et l'institution en charge de ces réformes. Et la question se pose toujours après l'installation des maires. Bien sûr, parce que lorsqu'il y a une élection, on fait le bilan. Oui. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Il faut corriger. Et pour corriger, il faut réformer. Tout à fait. Mais il se fait aujourd'hui que les réformes telles qu'elles sont faites dans notre pays ne peuvent pas durer longtemps, étant donné que elles sont conduites par une institution monocolore et un régime autoritaire. Pour que les réformes puissent durer, il faut qu'elles soient conduites par une institution qui est représentative du tempérament politique de notre pays. Il se fait aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas l'opposition. Au-delà de ça, vous avez un gouvernement qui initie des réformes en plein processus électoral. C'est là où le problème se pose. C'est-à-dire que vous avez un code électoral qui a été adopté, qui a servi à l'organisation des élections. Et les élections communales et municipales s'achèvent avec l'élection des maires, des chefs d'arrondissement. Vous savez bien ça. Tout à fait. Donc, à un moment donné, l'Assemblée nationale et le gouvernement décident de modifier les règles du jeu en cours du jeu. Ils ont expliqué qu'il n'a pas été question de modifier ça les règles du jeu. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur le journaliste. Je vais vous expliquer. C'est une question technique et nous l'enseignons à l'université. Lorsqu'une loi est votée, on l'applique. Et lorsqu'au moment de l'application de la loi, il y a un contentieux qui naît, ce n'est pas l'institution qui a voté la loi qui règle le contentieux, parce que nous avons la séparation des pouvoirs. Donc c'est une autre institution qui règle les contentieux. Et lorsque vous prenez le code électoral, dans ces dispositions qui régissent
l'élection du maire et de ses adjoints, vous vous rendez compte que les mêmes dispositions ont servi aux dites élections en 2015. Et les contentieux qui étaient nés étaient réglés par la juridiction compétente, la chambre administrative de la Cour suprême. Et les dispositions n'ont pas changé cette fois-ci. Mais malheureusement, dans le processus, le gouvernement était coincé. Et ne faisant plus confiance à ce que les partis ont mis sur les listes de candidature et qui ont été élus, les deux institutions se sont empressées d'initier une loi interprétative, une loi dite interprétative. Et cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Oui. Comme le ridicule ne tue pas au Bénin, sinon ces institutions n'existeraient plus. Vous vous rendez compte que cette loi, dans la réalité, n'est pas interprétative. Ce qu'on enseigne, c'est quoi? Qui interprète une loi? Le titre de la loi, ce n'était pas seulement une loi interprétative. Laissez-moi finir. Oui. Qui interprète la loi? Dans la réalité, lorsqu'il y a contentieux, on va voir le juge. Et le juge tranche le contentieux. Lorsque la loi est obscure, le juge l'interprète. Et pour interpréter la loi, le juge peut recourir aux travaux de l'institution qui a voté cette loi-là pour comprendre l'esprit. C'est ce qui se fait. Donc, lorsque le contentieux naît, le gouvernement n'intervient pas, l'Assemblée nationale n'intervient pas pour modifier la loi et expliquer la manière dont le contentieux sera réglé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est grave, parce que nous sommes en insécurité. La conséquence, c'est quoi? C'est que si demain, je donne un exemple, si demain, le chef de l'État se trouve en difficulté avec son épouse et il doit avoir divorce, il va saisir l'Assemblée nationale pour leur demander de modifier le code des personnes et de la famille pour interdire le divorce. Comment ça? Oui, mais c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Je vous l'explique, c'est la conséquence. Non, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Alors que c'est le juge qui est compétent pour connaître du contentieux. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est très grave pour la suite du processus. Ok. En résumé, cela n'aurait jamais dû se produire. Cela n'aurait... Attendez, s'il vous plaît. Cela n'aurait jamais dû se produire, étant donné que non seulement la loi est claire et qu'elle a servi déjà à l'élection de certains maires. Oui, à l'arrivée, on avait vu ici. Voilà, à l'élection de certains maires, mais aussi que quand il y a blocage, ce n'est pas l'Assemblée qui intervient. Quand il y a contentieux, c'est le juge qui intervient. Du contentieux. Oui, le débat est tellement revenu. Oui, pensez-vous, honnêtement, c'est vrai que le PLP se frottait la main au-delà de tout. Je voudrais revenir sur l'opportunité des réformes. L'opportunité des réformes. Non, avant de venir sur l'opportunité en elle-même, sur ce point-là, pensez-vous que vraiment, à un moment donné, les députés ont bien fait ou ils auraient mieux laissé le juge du contentieux intervenir? Monsieur Kitty a dit qu'ils enseignent à l'université. Ce qui n'enseigne pas à l'université, c'est la question de la gestion de cette crise lorsque ça se pose au niveau des partis politiques. Les lois n'ont pas été votées pour fragiliser les partis politiques. Les lois ont été votées pour renforcer les partis politiques. Ces lois ont été votées en réalité pour donner plus de pouvoir aux partis politiques. Ce qui s'est passé, les députés, moi je crois qu'ils ont très bien fait de vite se saisir de ce dossier-là. Et avant d'évoluer, M. Kogo, bien sûr, honnêtement parlant, le juge du contentieux ce n'était pas un contentieux. Ce n'était pas un contentieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'était pas du tout un contentieux. C'était en réalité une mauvaise compréhension de ce qu'on avait, l'outil qu'on avait pour élire les maires. Oui. Ce n'était pas un contentieux, s'il vous plaît. Quand il y a un test qui n'est pas forcément compris, ce n'est
pas aux députés qui ont voté la loi. Mais justement, c'est ce que je dis, je vous dis. Oui. Ce n'était pas un contentieux. Rien n'opposait personne à... Vous avez dit qu'il n'y a pas compréhension. C'était juste en réalité une question de compréhension de l'esprit de la loi. Et nous sommes d'accord. Et le législateur a saisi l'opportunité pour clarifier. Et en réalité, moi je dis, il faut même tirer un coup de chapeau à ces députés parce que c'était une première. C'était une première et ils ont osé. Et il faut les féliciter. Quand on me dit que les réformes sont là, oui, il faut faire les réformes, mais que l'institution qui s'en charge, s'il vous plaît, celui qui dirige aujourd'hui la commission des lois à l'Assemblée nationale, il n'est pas sorti de nulle part. Il n'est pas sorti de nulle part. C'est des gens qui ont fait des luttes. C'est des gens qui ont des années d'expérience de lutte à leur acquis. Ce sont des gens qui se sont battus pour ce pays, qui ont sacrifié une partie de leur vie pour ça. Pensez-vous qu'il suffira seulement de devenir président de la commission des lois ou député à l'Assemblée nationale pour détruire le pays, pour détruire ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont passé leur vie à construire pendant longtemps? S'il vous plaît, soyons raisonnables. Monsieur Kiti a géré, a dirigé même des structures qui se sont chargés du processus électoral dans ce pays. Mais dites-moi, qu'avez-vous fait quand vous étiez au poste pour qu'on n'en arrive pas là? Parce que vous avez servi, même je dirais, vous avez servi ce régime pendant plusieurs mois. Qu'avez-vous fait pour qu'on n'en arrive pas là? Parce qu'il ne faut pas se statuer sur le présent. Le présent, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Vous, lorsque vous avez conduit, sinon lorsque vous avez conseillé même le régime en place pour l'élaboration même du processus électoral, comment il faut le conduire? Est-ce que vous avez attiré l'attention là-dessus? Parce que ce qui s'est passé, c'était très simple. C'était que des gens ont été élus sur des listes et qu'à un moment donné, n'ont pas voulu donc obéir à la décision de leur parti. Et à partir de ce moment donné, on ne peut pas voter une loi en train de faire les réformes pour des partis plus forts et fragiliser donc les partis politiques. Mais la loi a bien dit que c'est le parti majoritaire qui désigne donc ceux qui vont diriger les mairies, c'est-à-dire les maires et leurs adjoints. Et à partir de ce moment, lorsque cette malcompréhension s'est installée et que d'autres ont voulu en profiter, mais il faut arrêter ça. Oui. Il faut arrêter ça. Les formations c'est ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire. Un instant. Oui. Est-ce que les formations politiques, puisque ce sont visiblement des indisciplinés au niveau des formations politiques? Ce ne sont pas des indisciplinés. On ne peut pas dire que ce sont des indisciplinés. Vous savez, la lutte politique... Monsieur Koko, vous avez dit tout à l'heure, c'est toujours pour mieux comprendre. Oui. Ils n'ont pas voulu obtempérer à la décision de leur formation politique. Oui. Est-ce qu'à l'interne, on ne pouvait pas trouver de mécanisme pour régler ça? On ne peut pas, parce que je vais vous dire une chose. Oui. La question qui s'était posée pouvait avoir une solution politique. Mais la solution politique ne sera pas durable dans le temps. Donc, il faut aller directement vers une autre solution. Pourquoi? Vous voyez, lorsque on dit souvent, il y a un adage de chez nous qui dit, s'il n'y a pas de fissure dans votre mur, les lézards ne peuvent pas y entrer. Parce qu'on allait directement vers un chaos. Si les députés n'intervenaient pas, on allait vers un chaos. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème. Non, je vous dis. Non, du tout pas. J'ai dit qu'il n'y avait pas de contentieux. Il y a de contentieux. Non, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'y avait pas de contentieux. Le chaos vers lequel on allait, c'est-à-dire on allait vers un blocage. Et le blocage était à dessein. Il y avait d'autres personnes peut-être derrière ça qui, de façon consciente, ont voulu bloquer les choses pour qu'on nous dise que voilà, les lois qu'on a votées, voilà, ainsi de suite. Mais les députés ont vite saisi la balle et ils ont réglé ça une fois pour de bon. Et je crois qu'il faut les féliciter parce que c'est courageux. Et cette décision-là, ces genres de décisions, ce ne sont pas des décisions... Je voulais revenir à ce que M. Kiti a dit. C'est pour vous dire que, vous savez, les questions politiques resteront toujours l'affaire des partis politiques qui doivent se réunir pour prendre les décisions. Et cette décision a été prise par les partis politiques. Ils l'ont acceptée, ils l'ont approuvée et ça a été mis en application. Je crois qu'il ne faut pas que nous reculons. Ce qui serait pour moi un recul, ce n'est pas la correction, ce n'est pas donc l'interprétation de cette loi pour moi qui serait donc le recul. Le recul pour moi, ce serait que on reparte en arrière. Le recul pour moi, ce serait qu'on revienne encore pour dire que voilà, un président ou bien l'environnement politique de notre pays a affaire avec 400 partis politiques, avec 500 partis politiques. Ce serait un recul. Le recul pour moi, ce serait juste le fait qu'on ait à prendre des décisions à la place des partis politiques qui sont en réalité les premiers acteurs de l'action politique. On ne peut pas
continuer toujours à dire les tests, les lois, les tests, les lois. Écoutez, Monsieur le Oui, journaliste, un instant. Vous aurez la parole. l'action politique, d'accord, vous pouvez enseigner tout à l'université. Mais la réelle politique, vous ne l'enseignez pas. Alors, Parce que le moment viendra où cela va vous dépasser. Alors, M. Kitty, voilà, en résumé, ce qui s'est fait aujourd'hui, il va falloir que les universités intègrent ça comme étant des paramètres qui pourraient échapper à l'intellectuellement correct. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Avant de parler, je m'avais dit à M. Coco que j'ai jamais été nommé par le régime Patrice Talon. Même si vous n'avez pas été nommé par le régime, vous avez servi le régime. Non, écoutez-moi. Vous avez servi le régime. Puisque vous parlez de ça, est-ce que vous aurez conseillé ou mal conseillé au moment où vous étiez au poste? Écoutez, j'étais au poste quand Patrice Talon prenait le pouvoir en 2016. Et qui vous a maintenu pendant 1 an? Je n'ai pas été maintenu. J'ai attendu jusqu'à mon remplacement et je suis passé. Je suis parti. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Je n'ai pas négocié un maintien au poste, Monsieur Coco. Donc le professeur reste dans la logique de ce qu'il enseigne. Voilà. Ce que nous avions fait, comme vous l'aviez demandé, quand nous y étions, c'est la loi qui a été votée en 2013. Et vous parliez tout à l'heure des partis politiques. Vous mettiez l'accent sur les partis politiques. Le renforcement des partis politiques. Voilà. Et on l'a fait dans cette loi-là. Pour les 800 partis politiques. Écoutez bien. L'alinéa 2 de la disposition en cause dit quoi? Oui. Le candidat aux fonctions de maire ou d'adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseils. Ça là, c'est clair. C'est pas obscur. On interprète ce qui est obscur. Ça là, c'est clair. Mais qu'est-ce qui a causé le blocage? C'est ce qui a causé le blocage. Oui, allez-y. Ça a été appliqué en 2015. Pourquoi? Vous vous rappelez, en 2008, les conseillers avaient disparu et finalement, ce n'était pas les partis qui avaient la majorité qui ont eu à proposer de maire. Tout à fait. On a tiré leçon de ça pour modifier le code électoral. D'abord, c'est en 2013 qu'on a eu un code électoral. C'était des lois disparates. C'est le travail que nous avions fait. Et ça a été bien accepté. Et quelle était la faiblesse de votre code politique? Ça n'avait aucune faiblesse. Je m'en vais vous expliquer. J'ai l'impression que le gouvernement, l'Assemblée nationale et tous ceux qui soutiennent le gouvernement ont leur université à part. Ah bon? Ah oui. Expliquez-nous. C'est l'impression que moi j'ai. Parce que ce qu'ils font, ce n'est ni le principe, ni les vertus. Ni le principe, ni les vertus. C'est de l'anarchie, ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut s'en inquiéter, non seulement pour le parti, et pour le pays plutôt, mais aussi pour ceux qui le font. Je réfléchis, je dis, qu'est-ce qui arrive à notre pays? Il y a l'ancien ministre, Djenantin, qui, la dernière fois, quand je le disais, il dit, peut-être qu'ils sont possédés. C'est peut-être sur ce chemin qu'il faut aller explorer. Je ne sais pas. Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Je n'arrive pas à comprendre que les choses se passent comme ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous aviez dit que c'est une première au Bénin tout à l'heure. Oui. Et ça ne peut qu'être une première au Bénin. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Dans quel pays vous avez vu? Monsieur le journaliste, attendez. Dans quel pays vous avez vu un pays, même les pays les plus autoritaires, un processus commencé avec une disposition et en cours du processus, on modifie la disposition. C'était nécessaire. Vous avez vu ça déjà dans quel pays? C'était nécessaire pour avancer. C'était nécessaire, monsieur Coco, du moment où il y a eu déjà un précédent où les mêmes dispositions ont servi à l'élection des maires, non seulement en 2015, mais aussi de 26, vous aviez dit tout à l'heure, de 26 maires. Vous aviez dit qu'il y a eu blocage. Ça, ce n'est pas un blocage, c'est un contentieux. Non. Ce qui se faisait, c'était quoi? Vous avez les conseillers d'un même parti qui ne s'entendent pas. Tout à fait. Et vous avez un groupe de conseillers qui s'ajoutent aux conseillers d'autres partis pour former une coalition. C'est ce qui était en cours. La conséquence, c'est quoi? Lorsque ça se passe comme ça, et les conseillers du parti majoritaire, certains conseillers du parti majoritaire ne sont pas d'accord,
ils saisissent le juge en charge du contentieux, qui tranche ce contentieux-là. C'est comme ça se passe dans tous les pays, monsieur Coco. C'est comme ça se passe. Alors, on n'intervient pas pour modifier la loi. On n'intervient pas pour modifier la loi. C'est une intrusion dans le pouvoir judiciaire. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le président Patrice Talon fait du neuf avec du vieux. Et chaque fois qu'il ferait du neuf avec du vieux, il aura toujours ces résultats-là. Quels résultats? C'est-à-dire que 77 maires, vous avez dans les partis appelés UPBR les militants des partis qui ont été désorganisés, FCBE, RB, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est dans ces partis qu'on est allé recruter pour former les nouveaux partis. Est-ce que le mot chasser le naturel et revient au galop. Prenez les conseils. Attendez, monsieur Kitty, ça là, je ne suis pas d'accord. Monsieur Coco, je vous donne un exemple. Oui. Donnez l'exemple. Prenez une municipalité. Regardez les conseillers qui sont élus. Observez leur passé politique. S'ils ont été élus en 2015, c'était sur la liste de quel parti? S'ils ont été élus avant 2015, c'était sur la liste de quel parti? Vous allez vous en rendre compte, je n'invente rien. Donc, ils étaient habitués aux intrigues et ils devraient continuer avec les intrigues. Et lorsque vous prenez les lois sur la décentralisation, vous vous rendez compte que l'objectif visé, c'est la diffusion de la démocratie. Et les stratégies, les concertations, les alliances qui se forment au lendemain des élections municipales dans les communes participent à l'apprentissage de la démocratie. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a refusé que la démocratie soit le seul jeu de la cité. En tout cas, sur cette question, l'intervention des élus du peuple, les regards ne s'accordent pas et ne vont pas s'accorder. Quand je vous suis, manifestement, je vais alors vous demander, quand on prend du recul, puisqu'on est à l'heure du bilan, monsieur Mathieu Coco, qu'est-ce qui apparaît pour vous comme le plus grand gain de la tenue de ce scrutin? D'abord, c'est le respect donc, des délais constitutionnels, même si les élections municipales et communales ne sont pas, on ne peut pas l'inscrire vraiment dans cette ligne-là. Mais il faut dire que il n'y a pas eu prolongement de mandat comme de 2013 à 2015, où les maires ont passé quasiment près de 7 ans à la tête des communes, avec les lois que en 2013 et autres que les monsieur Kitty avait initiées. D'accord, c'est ça qui nous a conduit là. Les maires ont fait près de 7 ans à la tête de nos municipalités. Et je voudrais, en dehors de cela... Non, la loi ne leur demande pas Non, j'ai dit, mais c'est ça. Mais c'est justement le gouvernement qui n'a pas organisé les élections. Oui, le gouvernement n'a pas organisé les élections. C'était différent. Et une loi avait été... Non, écoutez, moi, je suis pas... Non, monsieur Kitty, c'est moi qui ai la parole. Et vous étiez intervenu tout à l'heure quand je parlais aussi. Mais là, moi, je ne vous ai pas pris la parole. Les députés avaient voté une loi. Je ne vous ai pas pris la parole. Leur mandat. Il faut restituer ça. Mais personne ne revient sur ça. Vous voyez, on votait même des lois pour proroger le mandat des maires. Et moi, je voudrais dire, c'était ça. Il y avait l'opposition qui était présente à l'Assemblée nationale. Écoutez, l'opposition, d'accord. Écoutez, mais c'était vous qui étiez à la tête de la structure chargée du processus électoral. Pas la Sénat. Donc, pas la Sénat, mais vous étiez avec l'exécutif. Oui, vous conseillez l'exécutif. On lui avait donné de bons conseils. Oui, vous l'avez donné de bons conseils. Et comme l'exécutif avait la majorité à l'Assemblée, vous aviez décidé ensemble de prolonger le mandat des maires. Donc, c'était du passé. Mais nous, Patrice Talon a dit qu'on ne peut pas continuer à prolonger des mandats. Les mandats ne sont pas élastiques. On a tenu les élections, quelles que soient les conditions, avec, comment on appelle, la pandémie, les élections ont lieu. Aujourd'hui, le Bénin a ses 77 maires qui viennent d'être élus, d'accord, et sont tous installés. C'est un gain pour ce processus-là. C'est un gain. Alors, non, je n'ai pas fini. Okay. Pour revenir encore un peu sur l'interprétation de la loi que M. Kitty nous a donnée tout à l'heure, je crois que le danger ne se situait pas là. L'insuffisance de la loi de 2013 qui disait que le parti majoritaire désigne le maire et ses adjoints comme
c'est comme il vient de l'annoncer. L'insuffisance est où? L'insuffisance est que, à Parakou, les FCBE sont majoritaires. Mais ils ne pourront pas à eux seuls, par exemple, désigner le maire et ses adjoints. À Cotonou, la même chose s'était passée en 2015. En 2015, l'Union fait la nation avait la majorité. Mais des candidats se sont désolidarisés de l'Union fait la nation pour aller former une alliance contre nature. C'est-à-dire, les candidats de l'opposition à l'époque sont allés faire une alliance avec des candidats de la mouvance pour pouvoir diriger la mairie. Donc, à partir de ce moment-là, oui, ce sont là ces insuffisances-là qu'il fallait coûte que coûte corriger. Et c'est pour cela que je dis l'intervention de l'Assemblée nationale dans ce débat était nécessaire. En tout cas, Mathieu Koko, merci beaucoup. Merci aussi à vous, Monsieur Kiti. La question de l'opportunité ou non de cette... En tout cas, cet acte posé par l'Assemblée, le débat reste, mesdames, messieurs, très ouvert. On y reviendra, ne vous en faites pas. Encore que quelques minutes, on va se séparer. Je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques questions. Ouais. Mais je vous pose avant la question ultime, pour moi, la même question que Monsieur Koko. Pour ce scrutin, quel aurait été le gain? Il n'y a pas de gain. C'est ça. Il n'y a aucun. Parce que ce sont des élections injustes à deux niveaux. Premier niveau, vous avez une décision d'une juridiction qui a été bafouée. Deuxième niveau, vous avez des partis politiques qui ont participé, qui ont gagné dans les communes. Ils ont été écartés par des dispositions injustes. Non, il n'y a pas de gain. Continuer à dire ça. Oui. Deuxièmement, vous avez des maires aujourd'hui qui manquent de légitimité à deux niveaux. D'abord, ils dirigent une commune dans laquelle ils n'ont pas gagné les élections. Deuxièmement, vous avez des maires qui sont contestés par leur propre majorité. Alors que, en démocratie, lorsqu'un parti gagne et quand il y a des contestations à l'interne, on négocie. La démocratie, c'est le régime de négociation. En tout cas, la parole est libre, l'opinion aussi. Très rapidement, la question qui reste à poser. Monsieur Kiti est allé sur une pompe là, celle-là qui a mené même cette information, a fait des suggestions. Il s'agit de la fameuse 10%. On craignait beaucoup de choses, mais en tout cas, ça s'est fait. Et Patrice Talon a rencontré, à l'issue de l'initiative des députés, les formations politiques. Il y a quelques-uns qui ont suggéré qu'on revoie la fameuse barrière de 10%. Là-dessus, au niveau de l'UP, en tout cas le militant, le politique que vous êtes, pensez-vous que c'est une disposition qu'il faut revoir pour 2021? Si on doit revoir quelque chose pour 2021, je crois que ça doit être de l'initiative des partis politiques. Parce que tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être élaboré comme loi et rectification, tout ce qu'on fera, c'est pour les partis politiques. Je crois que c'est l'initiative des partis politiques et la discussion se fera de façon franche, de telle en sorte que ça ne doit pas nous amener donc à reculer. Reculer pour moi veut dire partie de grands rassemblements politiques, de grands partis politiques pour se retrouver encore dans la banalité des partis politiques, 240 et 500 partis politiques. Votre conclusion? En conclusion, je dirais que il faut féliciter encore une fois le président de la République parce que pour une première fois, nous nous retrouvons, d'accord, à 10 mois des élections présidentielles et que le président de la République est toujours concentré sur l'action du gouvernement. Les députés, les ministres... Merci à vous. On reviendra. Je m'en voudrais de ne pas demander la conclusion de M. Kiti, le temps est complètement parti. Je pense que le Bénin recule de jour en jour en ce qui concerne la démocratie et les droits humains. Et nous devons travailler pour restaurer la démocratie. Merci à vous, Nathel Kiti. Merci également à vous, Monsieur Mathieu Koko. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été là. Ne vous en faites pas. On trouvera la parade avec le chef programme. Allongez un peu le temps d'intervention. 100% Bénin pour le numéro du jeu, ce sera tout. Un grand merci au réalisateur, Juste Don Rissou. Je vous fausse compagnie sur cette citation pour vous qui l'avez réclamé. Si Martin Luther King, à la fin, dit-il, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Prenez soin de vous et à très bientôt.